Nous allons donc dès à présent pouvoir débuter cette première table ronde qui portera sur l'évolution des métiers de la qualité d'hier à aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Michael Bernier, responsable qualité chez Sagem Safran, Madame Carole Beaulieu, qui est responsable du site du LNE, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais à Poitiers, Monsieur Dominique Saïta, qui est animateur qualité, santé et qualité de vie au travail au réseau SQVT. Et enfin, nous remercions Monsieur... Excusez-moi, Monsieur Sorton, que je connais très bien, ancien intervenant de la licence pro animateur qualité. Nous excusons Monsieur Franck Merlot, qui est directeur de l'entreprise LCCO, qui a eu un empêchement et qui sera là, qui ne sera pas là, qui ne pourra pas être présent. Donc, pour rappel, nos intervenants vont tout d'abord s'exprimer librement pendant une dizaine de minutes sur le thème qui aura été proposé. Puis s'en suivra un temps d'échange où nos intervenants se feront un plaisir de répondre à vos questions, s'il y en a. Donc nous allons débuter avec Monsieur Bernier, si vous le voulez bien. Donc quels ont été éventuellement les différents outils que vous avez dû utiliser depuis votre accès à votre poste de responsable qualité et même auparavant. Quels ont été les bouleversements dans le management que vous avez dû mener dans votre entreprise. Éventuellement, quels sont vos rapports avec les différents employés? Est-ce que la politique qualité est une avancée dans votre domaine? Je vous en prie. Bonjour à tous, on m'entend là? Je voudrais démarrer juste par une toute petite introduction. Je tenais principalement à remercier donc les étudiants pour cette belle initiative. Donc merci Nadine, Julien, Adrien, Rebecca et Romain. Je trouve que c'est une belle initiative et ça va permettre d'échanger et de partager des expériences. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, ça va nous permettre de sortir un petit peu du bocal et du quotidien. Donc ça fait du bien, donc merci pour ça. Donc je suis Michael Bernier, donc je suis intervenant, je suis professionnel chez Safran. Donc Safran Electronics and Defense, donc anciennement Sagem sur le site de Saint-Benoît. Et donc j'ai 17 ans déjà d'expérience quasiment totale dans la qualité. Et je suis intervenant à l'IUT pour la licence pro depuis 2009 déjà. Et j'ai donné des interventions sur le thème de l'audit. Et puis les étudiants de cette année ont eu l'analyse de risque, donc j'ai essuyé les plâtres avec eux cette année. Donc par rapport au premier questionnement que tu m'as donné, je vais prendre mon expérience de ces 17 années pour essayer de lancer quelques sujets. J'irai pas me promener avant, parce que je vais avoir du mal à en parler. Donc en fait, j'ai démarré ma carrière chez Sagem, dans la téléphonie mobile. Et donc j'ai eu deux fonctions principales qui étaient la première, qualité vraiment opérationnelle terrain. Et donc pendant une bonne année, et ensuite j'ai fait de la qualité fournisseur. Déjà, ce que je peux dire, c'est que à l'époque, l'équipe qualité, le secteur qualité, était vraiment une équipe très indépendante et très distante, on va dire, enfin, beaucoup plus distante qu'aujourd'hui par rapport aux opérationnels. Donc ça, c'est quelque chose que je vois qui a énormément changé depuis ces 15 années à peu près. C'est cette indépendance de l'équipe qualité qui s'est, de mon point de vue, un peu réduite et qui, aujourd'hui, je pense, amène quelques risques dans nos organisations actuelles. Je vais y revenir.
Donc j'ai fait la qualité produit, la qualité fournisseur. Et donc à l'époque, par rapport à ce que je disais, j'étais dans une posture où les tensions étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, il me semble, puisque la qualité était vraiment un verrou par rapport à la qualité des produits fabriqués et livrés. Donc on était dans la téléphonie mobile à l'époque. A contrario, aujourd'hui, nos organisations évoluent sans cesse. On est passé dans des organisations qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus complexes. Et on a des équipes qualité qui sont beaucoup plus intégrées dans les équipes opérationnelles. Et ça amène une première question, c'est comment se situe un petit peu la dépendance, ou l'indépendance, pardon, des équipes qualité par rapport aux équipes opérationnelles pour assurer une livraison qualité optimum. Le deuxième aspect, au-delà de ce sujet d'indépendance, c'est la complexité même du métier. Aujourd'hui, alors c'est contradictoire, mais aujourd'hui, par rapport à l'époque, le métier de la qualité, c'est beaucoup segmenté. J'en parlais avec madame qui interviendra tout à l'heure. Nous, sur notre site, on a des équipes qualité-sécurité qui sont séparées. On a des équipes amélioration continue qui sont séparées. On a une qualité fournisseur qui est séparée. On a une qualité opérationnelle qui est séparée. Donc en fait, on a des différentes entités qui s'occupent de tous ces systèmes-là. Et en parallèle, les exigences, la complexité de nos produits, les exigences qualité qui augmentent d'année en année, fait que le métier devient de plus en plus compliqué et complexe pour les opérationnels. Où il y a beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à maîtriser et pour être en phase avec toutes ces évolutions. Aujourd'hui, le métier de la qualité, en tout cas pour une qualité opérationnelle comme je la connais, elle doit maîtriser des outils différents outils d'industriels, donc les outils qualité relativement basiques, les 8D, les résolutions de problèmes, et puis ensuite des techniques beaucoup plus qui deviennent très vite complexes, les analyses de risque, qui sont assez nouveaux, mais où il faut vraiment s'y pencher aujourd'hui, les aspects SPC, les aspects assez nouveaux aussi, tout ce qui est facteur humain, etc. Donc voilà, il y a deux aspects. Je pense, dans la transformation du métier, c'est la segmentation du métier avec ces notions matricielles qui fait que ça complexifie le sujet pour les opérationnels. Et puis il y a beaucoup de sujets à maîtriser pour les gens qui rentrent dans ce métier. Donc je pense que l'équipe suivante élaborera un petit peu plus que moi l'évolution du métier vers l'avenir, mais c'est voilà, il faut que les personnes qui rentrent dans ce métier-là maîtrisent de savoir nager un petit peu dans la complexité. C'est le monde qui les attend, quoi. Monsieur Dominique Seta, animateur au réseau SQVT. Donc pour vous, quelles ont été les différentes évolutions que vous avez pu remarquer tout au long de votre carrière, les améliorations qui ont été fournies par rapport à l'aménagement de politique qualité dans la qualité de vie au travail, la sécurité. Est-ce que les différentes politiques qualité ont toujours été dans ce sens? Et si vous avez rencontré quelquefois des difficultés pour aménager ces politiques? Ok, merci. Bon, quelques mots pour me situer, puisque en fait, moi, je viens pas du tout du monde de la qualité. Moi, je viens du monde de la prévention des risques professionnels. J'étais ingénieur conseil en prévention pendant 30 ans. J'ai terminé ma carrière à la caisse, la CARSAT d'Aquitaine, comme responsable du département prévention. Donc voilà l'essentiel de ma carrière, parce que j'ai passé 30 ans.
J'ai travaillé pas mal sur la normalisation au moment où on mettait en place les normes harmonisées dans le domaine de la santé et sécurité au travail pour les équipements de travail et les équipements de protection individuelle. Et pour la peine, j'ai découvert le monde de la normalisation, mais pas directement par la qualité, mais par l'approche responsabilité sociétale des organisations. Et j'ai participé au développement de la norme ISO 26000 au moment où elle était en construction entre 2005 et 2010. Et d'ailleurs, je continue à avoir une intervention à Kedge Business School à Bordeaux sur le thème de la gouvernance et de la responsabilité sociétale. Donc on est bien dans ce domaine. Ensuite, j'ai découvert, à l'occasion de la mise en place du réseau santé qualité de vie au travail, en Aquitaine, qui est devenue Nouvelle-Aquitaine depuis le mois de janvier, mais qu'on va essayer de très, très largement de développer sur la partie Poitou-Charentes et Limousin. On a d'ailleurs eu des échanges là-dessus récemment. L'idée de départ était de se dire qu'il fallait arrêter de traiter la santé au travail en tranches. Quand on a lancé le projet, on était vers 2010, 2011, venaient de sortir tous les textes sur les risques psychosociaux, l'obligation de faire des plans de prévention des risques psychosociaux. Ensuite sont apparus les textes sur la pénibilité, et puis après il fallait faire un texte sur le plan senior. Et en fait, globalement, on se disait, le boulot, ça fait que casser la santé des gens, quoi. Ils perdent la tête, ils vieillissent mal, c'est pénible. Enfin, et en même temps, moi j'avais animé une conférence avec un syndicaliste de France Télécom qui expliquait qu'à la période la plus grave de la crise chez France Télécom, le taux de suicide chez France Télécom était équivalent au taux moyen de suicide en France. Ce qui veut dire que globalement, les gens qui travaillent se portent mieux que les gens qui ne travaillent pas. Et donc on s'est dit, il faut peut-être qu'on travaille plus dans le sens de le travail est un facteur d'équilibre, comment on peut faire en sorte qu'il améliore encore plus la santé des gens qui y sont. Et pas comment on va continuer à lutter contre les facteurs dégradants de l'activité professionnelle. Voilà. Donc on est parti de ça et on a intégré là-dedans, d'abord, est sorti pendant la même période l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. On était en relation avec le Bureau de normalisation du Québec, qui a une norme qui s'appelle Promotion, prévention et pratiques organisationnelles relatives à la santé en milieu de travail. Je suis très content de m'en souvenir. Donc, et puis, on a aussi intégré les principes que j'avais découverts à l'occasion du développement de la norme ISO 26000. Donc, globalement, on est parti de cette base-là et on a démarré les travaux de ce réseau informel avec un certain nombre d'entreprises qui voulaient se lancer dans des audits croisés sur leurs bonnes pratiques en matière de santé, qualité de vie au travail. Et on s'est trouvé en face de responsables qualité ou QSE ou QHSE, enfin différents animateurs responsables, il y a des tas de noms. Et c'est comme ça que petit à petit, comme en plus on était en co-animation avec l'AFNOR, on était complètement dans la normalisation. Pour revenir sur le sujet de l'évolution, et puis je vais essayer de suivre les étapes de la qualité dans le temps. J'ai la chance d'être vieux, enfin j'en sais rien si c'est une chance, mais enfin ça me va très bien. Mais donc j'ai pu voir les débuts de la qualité un petit peu sous forme de statistiques, quoi. On regarde ce qu'on a fait de bon, ce qu'on a fait de mauvais, et puis si ça s'améliore, tant mieux. Si ça s'améliore pas, on jette le rebut, et puis on engueule le gars qui a fait le boulot, puis ça va bien. Et puis petit à petit, on s'est quand même dit qu'on pourrait peut-être faire de l'analyse de dysfonctionnement, les études de risque qui ont été d'ailleurs reprises dans les analyses d'accidents par l'arbre des causes, Ishikawa ou des méthodes de ce type. Et puis, et donc on gérait la qualité d'abord en éliminant les mauvais produits, et puis après en essayant de se dire on pourrait peut-être produire un peu mieux. Et puis est arrivé le moment de la normalisation.
Et pour moi, c'est un bien et un mal. Alors c'est un point de vue tout à fait personnel. Mais pour moi, on est rentré dans le système de management. Alors ISO 9000, qui arrête pas 9001, qui n'arrête pas d'évoluer, qui en est à 2015, ça va un peu mieux. Mais on était quand même toujours sur le système de management. C'est-à-dire qu'on met en place une organisation normée pour produire la qualité. Sachant que la qualité, elle est définie, on ne sait pas où, on ne sait pas ce que c'est, elle est définie dans le manuel qualité, quelque part. Alors moi, la dernière expérience que j'ai eue, mais comme j'étais à la Sécu, c'est arrivé assez tard, quand on a commencé à mettre en place la démarche qualité, l'objectif qualité de la direction de l'établissement, c'était être certifié. Ce qui en soi n'est pas un objectif de qualité, que je sache. Simplement un constat. Et on a souvent ce type de dérive. Alors c'est rajouté là-dessus la 14001, avec la bagarre entre les bureaux de normalisation, les comités techniques de l'ISO, pour savoir qui c'est qui va être le plus intelligent entre l'environnement, la qualité, et puis bientôt la sécurité, puisqu'il y a la 45001 qui va sortir. Et en fait, on accumule dans les entreprises les systèmes de management, avec un peu comme chez vous. Alors chez vous, c'est pire encore, puisque la qualité, il y a encore plein de gens qui traitent en parallèle différents sujets. Alors donc on a... et puis de temps en temps, on se dit, on va quand même faire des économies, on va nommer l'animateur QSE. Mais l'animateur QSE, il n'est qu'animateur, il n'a pas d'autorité, il n'est pas rattaché à une direction, il est par là, il essaye de faire en sorte de ne pas se faire engueuler et de faire en sorte que le certificat soit renouvelé au bout de 3 ans, parce que sinon, ça la fout mal par rapport aux clients. Donc voilà, on a tous ce problème-là. Donc l'évolution, elle est quand même... alors on en revient un petit peu, hein, mais moi je considère que le système de management, ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais système de management, c'est une recette. C'est comment on fait pour avoir de la qualité. C'est la méthode. Sauf que si on rentre de mauvais produits au début de la recette, on a un mauvais produit à la sortie. Et il n'y a pas de normes sur la définition du produit au départ. Et donc, si ce n'est pas très clair sur le projet de l'établissement, à la sortie, ce n'est pas très clair non plus. Et je vous rappelle que les grands chefs qui ont 3 étoiles, avant de dérouler la recette, même s'ils sont très bons pour faire la recette, ils font les courses eux-mêmes. C'est-à-dire les produits qu'ils mettent dedans, ils vont l'acheter. Et puis il faut qu'ils soient de qualité supérieure, et même très supérieure. Après, tout le métier du bon cuisinier, c'est de ne pas dénaturer le produit de bonne qualité qu'il a mis à l'entrée. Mais s'il achète un mauvais produit, à la sortie, ça sera quand même dégueulasse. Même si c'est un bon cuisinier. Et la démarche qualité, c'est la recette. Si vous n'avez pas le produit à l'entrée, vous n'aurez pas le produit à la sortie. Si vous ne savez pas où vous allez, vous n'irez nulle part. Donc, oui, tiens, ça me fait penser une fois. Je fais rarement des citations, mais celle-là, elle me revient. C'est il n'y a pas de vent contraire, il n'y a que l'absence de destination. Hein. Si on sait où on va, il n'y a pas de vent contraire. On s'en sert. On s'est remonté au vent, hein. C'est connu, on n'est quand même pas loin de la... Voilà. Donc, l'évolution de la qualité santé, de la qualité, hein, mais en fait des systèmes de management, ça va être de revenir sur la définition du projet. Actuellement, je suis intervenant pour le CNAM auprès de la SNCF. La démarche du comité exécutif de la SNCF, c'est de dire on arrête de produire et de faire de la sécurité. On va produire en sécurité, avec une démarche processus intégrée au sein de l'établissement. Et donc le manuel qualité, c'est produire de la qualité dans les délais, en toute sécurité, en respectant l'environnement, en assurant l'égalité homme-femme, etc. Le projet, il est unique. Et après, on déroule le système. Mais si on a 25 projets et 25 personnes différentes qui s'occupent des différents projets, on a peu de chances d'arriver au bout parce qu'il n'y a pas de cohésion, de cohérence entre les démarches. Alors, où est-ce que j'en suis de ce que vous m'avez demandé ? Parmi les difficultés sur lesquelles on a travaillé, on a même échangé dans le cadre du réseau SQVT avec la plateforme des fabricants automobiles, la PFA, qui, dans l'automobile, il y a la promotion du Lean. Et le Lean, c'est qualité plus. Hein. Sauf que le Lean, pour tous les préventeurs, c'est un désastre.
Parce que la façon dont ça se traduit, c'est on augmente la cadence, on diminue les moyens, il faut produire mieux, plus vite, moins cher. Et en fait, le bonhomme à l'arrivée, il ne va pas toujours très bien. Si on le fait mal, mais malheureusement, dans bien des cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'intérêt, c'est qu'on a réussi à travailler avec les professionnels de l'automobile pour intégrer dans leur manuel Lean les aspects propres au travail et la prise en compte de l'opérateur à son poste de travail. Mais c'est pas, ça vient pas spontanément en tout cas. Donc voilà les entrées, limites. Je n'ai pas fait le tour de la question, mais il faut que je m'arrête à un moment ou à un autre. Je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience. Monsieur... Oui, bien sûr. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a deux notions, la notion de normalisation. Donc moi, je partage l'avis qu'il y a eu... On m'entend là? Là, ici? Ah oui, c'est mieux. L'aspect normalisation, donc je partage l'avis où, par rapport à mon expérience, il y a eu du bien, du gros bien, et il y a des aspects un peu négatifs sur tout ça. Et je partage l'avis que bon, ça va quand même dans le bon sens. Mais j'ai connu une époque où voilà, on mettait le paquet pour passer l'audit de façon positive, même si on travaillait comme des cochons le reste du temps, quoi. Donc, mais ça s'améliore quand même, ça va dans le bon sens. Et le Lean, donc pour connaître assez bien cette démarche, puisque je suis moi-même Green Belt, et donc la démarche est très intégrée dans le groupe Safran. C'est vrai qu'on a très vite tendance à se tromper de sujet. Le Lean est très souvent utilisé pour réduire au maximum les coûts, ce qui est le nerf de la guerre, mais on en oublie le fondement qualité très souvent. J'avais pris un exemple cette année auprès des étudiants, où on a mis en place un chantier Lean, et on a mis en place pour réduire un temps de traversée de produits dans l'atelier. Et une action a été trouvée qui a réduit de 15-20% le temps de traversée des produits. Et on se doutait qu'il y aurait à avoir un impact potentiel sur la qualité. Ça n'a pas été traité et on s'est retrouvé bien après avec beaucoup de difficultés et même des livraisons clients qui ont dû revenir. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut faire attention à ces outils et bien intégrer la problématique qualité. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Merci beaucoup. Je tenais à préciser également, si vous avez des questions, vous pouvez également les poser sur la page Facebook du forum, donc LPAQ 86, et sur la page Twitter LPAQ Forum QSE. Nous pourrons y répondre durant le temps d'échange avec les intervenants. Nous allons pouvoir passer sur un domaine un peu plus précis de la qualité, qui est la métrologie notamment, avec Madame Carole Beaulieu, responsable donc, du site de Poitiers du LNE, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais. Donc Madame Beaulieu, comment fait-on globalement pour intégrer la métrologie dans un système de qualité ou de management de la qualité? Quelles sont éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées, les démarches que les entreprises vous adressent sont-elles toujours éventuellement cohérentes? Alors donc, Carole Beaulieu, je travaille au LNE et je suis responsable du site de Poitiers, comme ça a été dit. Alors le LNE, c'est le laboratoire national de métrologie, donc le laboratoire référent pour la France. À ce titre, il pilote la métrologie française, il maintient et il développe les étalons primaires donc pour la France. Il est également un des acteurs majeurs dans le domaine des essais, des étalonnages et de la certification. Les activités de formation, d'information et d'assistance technique complètent l'offre de services du LNE. Alors une fois que j'ai dit ça, finalement, moi je suis responsable d'un laboratoire d'étalonnage, je suis formateur en métrologie, donc vous parler de mon expérience n'avait pas tellement d'intérêt.
Par contre, je connais bien les métrologues d'entreprise et c'est plutôt ça que je voulais vous faire partager et essayer de répondre aux questions posées. Alors, la métrologie, c'est une petite partie de la qualité, partie plus ou moins conséquente en fonction des entreprises, de leurs activités et de leur taille. Partie aussi plus ou moins bien aimée également, mais surtout plus ou moins bien maîtrisée. Alors que ce soit en production ou dans un laboratoire d'essai, il y a bien la même exigence, c'est-à-dire que les résultats de mesure soient fiables. Alors rappelons que ces résultats servent à prendre des décisions, acceptation d'un produit, identification d'un risque ou bien prescription d'un traitement. Alors historiquement, la libéralisation des échanges, la mondialisation du marché implique des contrôles universels. Alors les managers, dont les pouvoirs publics font bien évidemment partie, eh bien ces gens-là doivent disposer de mesures fiables pour prendre les décisions adaptées. Alors après cette brève introduction, je vais vous parler des missions attribuées aux métrologues, vous rappeler leur place dans un organigramme, et il n'y a pas de standard sur le sujet. Et enfin, vous indiquer les évolutions du métier, alors de métrologue, d'entreprise, et les perspectives qui s'ouvrent à eux. Alors, suivant les entreprises, il y a différents titres pour nommer la personne en charge de la métrologie. Ça peut être le responsable métrologie, ça peut être le référent métrologie, le correspondant métrologie, l'animateur métrologie. Vous voyez, les titres ne manquent pas. Ces missions sont bien différentes suivant la taille et l'organisation de l'entreprise. Le responsable métrologie, lorsqu'il est nommé, c'est-à-dire typiquement sur un gros site de production industrielle, cette personne existe et à ce titre, eh bien, il a la responsabilité à la fois technique et administrative de définir, de mettre en œuvre, de faire vivre et d'améliorer ce qu'on appelle globalement le système de management de la mesure. Bref, il pilote la métrologie dans son entreprise. Dans une petite PME ou un petit laboratoire, il est en charge de la gestion du parc d'équipements de mesure. Et en fait, il n'encadre aucun collaborateur. Cette gestion des équipements, alors bien que nécessaire, est traitée comme une contrainte et n'est souvent pas efficiente, car les performances des équipements sont mal connues, d'une part, et que d'autre part, le processus de mesure dans son ensemble est mal estimé, mal maîtrisé. Dans les petites structures, le responsable métrologie a donc un rôle très limité, car ces entreprises n'ont pas toutes pris conscience de l'intérêt et de l'apport de la métrologie. Le métrologue est consulté lorsqu'il y a un problème de non-conformité, en production généralement, alors qu'il est impliqué plus en amont dans les grandes structures. Alors, un responsable métrologie est généralement nommé dans les entreprises qui possèdent un service métrologie. Il encadre alors une équipe de techniciens. Lorsqu'il s'agit d'une PME, c'est souvent l'affaire d'une seule personne. Le rattachement du service métrologie se fait souvent auprès du service qualité, parfois auprès du service maintenance, qui peut parfois poser des difficultés. Pour être efficace, l'organisation de la métrologie dans l'entreprise doit être disséminée, notamment en production, là où les mesures se font au quotidien. Alors parlons d'évolution maintenant. L'évolution du poste a suivi logiquement les évolutions normatives, je dirais, de l'ISO 9000. Alors avant les années 2000, ça commence à être loin, mais finalement, tout l'esprit à l'époque, c'était l'esprit de la version de 1994. Il s'agissait de donner l'assurance de l'aptitude à l'emploi des équipements de mesure. Le métrologue devait donc démontrer la conformité en faisant preuve de discipline et de rigueur. C'est généralement ce qu'on lui demandait et rien de plus. Depuis 2000, il s'agit d'établir, d'entretenir et d'améliorer le système de management de la mesure. On est déjà très loin des exigences d'avant. Le métrologue doit faire preuve d'efficience, c'est-à-dire démontrer la performance au moindre coût. Pour atteindre cet objectif, il doit avoir des compétences techniques,
bien sûr, mais également relationnel et transverse. C'est un métier avec de nombreux liens en interne et en externe, que ce soit avec les fournisseurs, les clients, les auditeurs. Les perspectives d'évolution pour les métrologues sont liées aux évolutions normatives, bien sûr, mais aussi liées aux nouvelles technologies. Alors l'ISO 9000 version 2015, on vient d'en entendre parler, cette norme, elle est orientée vers l'excellence opérationnelle et la métrologie industrielle est nécessairement davantage impliquée. Elle y apparaît comme un processus fondamental et impliqué dès la conception. Dans ce contexte, le responsable métrologie voit sa position renforcée par l'approche de l'analyse des risques. La qualité des mesures devrait, enfin, j'ai envie de dire, être au cœur des décisions industrielles. En effet, l'incertitude sur un résultat escompté représente un risque, mais peut aussi faire apparaître des opportunités. Enfin, de nouveaux champs d'investigation s'offrent aux métrologues les plus audacieux. L'industrie devient connectée. Les mesures devront donc être connectées. La fabrication devient additive. Il y a donc de nouveaux enjeux et de nouvelles technologies pour les mesures. Le domaine des nanotechnologies, avec des mesures évidemment nanométriques, qui sont bien différentes des mesures microscopiques qui, elles, sont bien connues. Et enfin, le domaine des biotechnologies, avec des mesures sur le vivant, c'est-à-dire un mélange de biologie et de chimie, et nous manquons de références et de reproductibilité sur cette thématique-là. J'espère, au travers de ce court exposé, vous avoir apporté un petit éclairage sur les évolutions de ce métier méconnu et qui sait avoir suscité quelques envies parmi vous. Je vous remercie pour votre attention et attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup. Nous accueillons désormais Monsieur Alain Sorton, en tant qu'ancien intervenant de la licence animateur qualité sécurité environnement. Merci tout d'abord d'intervenir au pied levé, car monsieur Franck Merlot est absent. Donc nous allons pouvoir profiter de votre expérience pour pouvoir connaître comment vous avez pu enseigner la qualité avec les différentes évolutions normatives et éventuellement de politique qualité, comment vous faites pour transmettre à vos étudiants une démarche qualité qui s'inscrit dans la durée. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Alain Sorton, enseignant dans le département génie mécanique depuis 1981. Donc, je fais partie des murs du département. Alors, je suis à la retraite depuis le mois de septembre. Donc, dans le département, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions. Directeur des études, chef des travaux, chef de département et donc aussi enseignant. Monsieur, donc, excusez-moi, on vous entend. Vous pouvez rapprocher le micro? Plus près? Ça va mieux? Merci. Ah, voilà, excusez-moi. Donc il faut que je reprenne, non? Ça va? Ça va? Donc j'ai occupé toutes les fonctions au sein du département, donc en directeur des études, chef des travaux, chef de département. Et donc j'ai vécu toutes les évolutions liées à la qualité. Donc quand j'ai commencé ma carrière, la qualité finalement on n'en parlait pas. Donc finalement je me suis formé un petit peu sur le tas au fur et à mesure des années. Donc cette formation qualité a débuté finalement dans le département dans les années 84, il me semble, et cette formation s'appelait avarie mécanique. Donc elle était axée uniquement sur les contrôles destructifs et non destructifs. Donc c'était une formation qui durait environ 300 heures, je crois, me souvenir. Et cette formation a fonctionné pendant 5-6 ans sous cette forme-là. Et puis petit à petit, on a pris conscience il était nécessaire de faire quelque chose dans le domaine de la qualité. Et on a essayé de structurer ça dans les années 96 de façon beaucoup plus importante. C'est Jean-Jacques Tonnet, un ancien collègue, qui a mis tout ça en place. Et on a fait une formation beaucoup plus longue qui était de 1200 heures d'enseignement. Qui s'appelait donc la formation animateur qualité, avec un diplôme qui était un diplôme universitaire, qui était donc délivré à l'époque ou à l'issue des 1200 heures. Ensuite, la grosse évolution de la formation a eu lieu en 2001,
sont apparues les licences professionnelles. Donc à ce moment-là, on a modifié ce DETSUP pour essayer de le faire rentrer dans le cadre des 600 et quelques heures que nous imposait la licence. Et donc on a créé cette licence animateur qualité à ce moment-là. Cette licence animateur qualité avait été mise en place en collaboration avec l'IEQT de Rochefort. Donc on a travaillé de nombreuses années ensemble. On a mis en place un programme commun avec des contrôles, si possible, qui se déroulaient simultanément et identiques. Mais enfin, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Ça n'a pas toujours été évident. Enfin, à l'époque, j'étais chef de département. Je me battais pour que ça se mette en place. Mais enfin, bon, on n'a pas réussi vraiment à faire à chaque fois ce qu'on voulait faire. Et donc, petit à petit, cette licence a évolué. Alors, les évolutions... Finalement, de cette licence, au départ, c'était surtout axé sur l'organisation, les outils de la qualité, la métrologie. Sur le site de Poitiers, on faisait beaucoup de métrologie, on faisait beaucoup la qualité liée à l'industrie. Sur le site de Rochefort, c'était plutôt la qualité liée au service. Et donc, petit à petit, Rochefort s'est détaché de Poitiers. Et on a donc restructuré complètement cette licence pour arriver donc au programme actuel. Alors cette licence a évolué beaucoup en observant finalement les stages de nos étudiants, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séquence de stage en entreprise, on fait le bilan, chacun s'exprime et on essaie de faire une synthèse de tout ça en disant ben voilà, cette partie d'enseignement n'est pas forcément très intéressante, on est limité par le volume, donc on va la faire disparaître au profit d'une partie qu'on va mettre en place. Alors les dernières évolutions dans le département, tout à l'heure on parlait du Lean, donc c'est l'une des dernières évolutions qui a beaucoup chamboulé, disons qui a un peu amené des améliorations dans le département. Les outils de la qualité ont évolué au fur et à mesure aussi de l'évolution des normes. Donc on s'appuie beaucoup sur cette évolution des normes, on s'appuie beaucoup aussi sur l'intervention d'industriels, qui nous apportent leur expérience et qui, au travers de leur savoir-faire, font évoluer continuellement cette licence. Alors, moi je crois que la qualité, ça ne commence pas qu'à l'IUT en licence, ça devrait commencer bien en amont, et en particulier dans la formation de nos jeunes au niveau des collèges et des lycées, ne serait-ce que par la rédaction de documents, l'utilisation des unités. Moi, je suis scandalisé quand on voit des puissances s'exprimer, par exemple, en bar, ou des énergies exprimées en watts, ou des puissances exprimées en kilowattheures. Enfin bon, un mélange épouvantable d'énergie. Voir, par exemple, des graphiques à la télévision sans unité. Enfin, moi, ça me scandalise. Et finalement, ce problème de qualité démarre bien avant l'arrivée à l'IUT. Et je crois qu'il faudrait commencer par sensibiliser tous les enseignants déjà à ces problèmes-là, tout à fait en début de carrière, pour que les documents qui soient présentés et que les unités qui soient utilisées et que le langage utilisé soit vraiment clair et adapté. Donc tout à l'heure, Mme Beaulieu parlait d'unités, mais je crois que déjà dans le choix des unités, l'écriture, le symbole, etc., il y a beaucoup à faire. Je crois que ça commence par là. Après, la licence est là, après, pour structurer tout ça, pour donner les bons outils au bon moment, etc. Donc, je dirais aussi que la qualité, ça se fabrique, finalement, ça ne se contrôle pas. Si on était sûr de ce que l'on fabrique, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre en place des choses aussi compliquées. Donc, mon collègue disait tout à l'heure, le mauvais produit à l'entrée donne le mauvais produit à la sortie. C'est tout à fait ça, la qualité, ça se fabrique d'abord avant de se contrôler. Alors c'était une question pour Monsieur Saïta du réseau SQVT. Vous avez dit que la démarche qualité c'était une recette. Et dans le domaine des services, quels sont les produits de départ pour avoir de bons produits à la sortie, On peut imaginer la définition du service attendu de la personne qui l'a en charge, des compétences nécessaires pour l'exercer, par exemple. Ça peut faire partie
des produits d'entrée. Produits d'entrée, c'est aussi dans quelles conditions on exerce ce service. Je pense à l'évolution, par exemple, du contrôle dans la SNCF, puisque je prends le train de temps en temps. Je veux dire, il y a aussi une évolution de la société, et petit à petit, ils ont pris en compte cette évolution. C'est-à-dire qu'à une époque, le contrôleur de SNCF, il était tout seul, il vous faisait un petit trou dans votre billet, et puis c'était bon. Maintenant, on a des gens qui contestent le besoin de payer, ils ont le droit de voyager sans billet, ils sont plus ou moins agressifs. Le contrôleur, il ne se balade plus tout seul. Ils viennent à plusieurs, ils ont appris à gérer un conflit, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en fait, on voit que même quand les situations se dégradent, ils arrivent à maîtriser la situation jusqu'à au moins l'arrivée à la gare suivante, quoi, sans qu'il y ait de difficulté pour le reste de la population en interne. Voilà. Donc, mais c'est tout un travail. Hein. Je pense aussi à l'aménagement qu'il y a eu c'est le greffe d'un tribunal, je crois, à Narbonne, où pour assurer une meilleure confidentialité et qualité de service et accueil pour les usagers du tribunal, ils ont revu complètement le poste d'accueil. Voilà. Donc on peut travailler là-dessus aussi. D'accord. J'espère que la personne qui a posé les questions dans la salle était satisfaite de la réponse. J'avais une autre question, après purement personnelle, du coup, histoire que... Je voulais savoir, étant en licence professionnelle, quel regard les entreprises avaient par rapport aux étudiants qui sortent de licence professionnelle. Est-ce qu'elles prêtent davantage attention à des élèves qui sortent de licence professionnelle ou qui sortent d'un cursus un peu moins professionnel? Voilà, un peu votre avis, la question s'adresse à l'ensemble des intervenants, bien entendu. Moi, je ne me sens pas vraiment pertinent pour répondre. Juste un commentaire, parce qu'il ne faut pas me donner la parole, sinon je ne la lâche plus, mais je pense que ce qui est important, en dehors de la vision qu'ont les gens sur vous, c'est que vous soyez très clair sur ce que vous voulez faire. Et dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et puis qui va continuer à être évoqué, je pense qu'il y a des tas de métiers différents qui peuvent tourner autour des questions de qualité. Vous pouvez faire de la métrologie, c'est une chose, mais vous pouvez aussi vous mettre dans la relation client, rentrer dans un service achat, ça ne sera pas la même chose. Et selon vos envies, je pense vraiment que pour faire un métier, il faut avoir envie puis aimer ce qu'on fait. Et il ne faut pas aller chercher le métier qui va vous payer le mieux tout de suite. Mais si vous êtes bien là où vous êtes, ça vaudra une petite partie de ce que vous touchez en moins, parce que ce n'est pas le métier noble qui était attendu. Hein. Moi, intervenant directement dans la licence pro qualité et puis en même temps en étant professionnel, c'est vrai que ça facilite le lien entre le site comme le mien de 500 personnes et puis la formation. Mais je rejoins ce qui a été dit ici, et c'est une notion aussi qu'on n'a pas tellement abordée au niveau de l'évolution du métier qualité et de la fonction. C'est que, en tout cas, moi maintenant en tant que manager, l'une des principales qualités que j'attends d'un futur candidat ou pour un futur poste de qualiticien, c'est pas forcément les capacités à maîtriser les outils qualité, quoi. Ça va être en premier lieu plutôt des compétences de savoir-être qui va vraiment permettre aux candidats de réussir et de s'épanouir dans ce milieu-là. Et j'ai envie de dire que c'est quasiment global sur tous les métiers aujourd'hui. Il y a de l'interrelation partout maintenant dans les sociétés avec des organisations très matricées. Donc voilà, il faut avoir des compétences de savoir-être très fortes, une écoute importante, un esprit de synthèse, être source de propositions, enfin voilà, c'est ça qui est recherché. Après, le basique du métier qualité, voilà, je pense que la licence pro, en tout cas, elle est très très bien, elle est bien habillée, quoi. Il y a pas de souci. Voilà, s'il y avait des aspects à améliorer, c'est plus sur tout ça. Et je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'aspect un petit peu qualité, mais très basique. Je reprends l'exemple, hein, on a échangé des emails avec certains d'entre vous.
Il y en a certains, c'est pas possible, quoi. Et là, pour le coup, le niveau de qualité, on le voit tout de suite, quoi. Quand on envoie un message niveau professionnel et qu'il y a 4 erreurs, il y a 4 fautes d'orthographe par ligne, c'est pas possible. Et j'en remets une couche parce que c'est tout de suite rédhibitoire, quoi. C'est d'autant plus dans des sociétés comme la mienne, qui sont des sociétés de haute technologie, où le niveau et qualité d'exigence est assez fort. Vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. Donc, et la qualité, elle commence aussi par là. Moi, je veux juste confirmer ce qui vient d'être dit. Dans les métiers de la qualité en général, il y a le savoir-faire, mais en effet, il y a le savoir-être. On est sur des métiers transverses dans l'entreprise. Donc, l'aspect humain, l'aspect relationnel est juste indispensable, hein. Il faut être un bon communicant, il faut être convaincant. Et donc, c'est des qualités qu'il faut absolument mettre en avant. Un point par rapport à ce que vous disiez sur la présentation. J'ai fait pas mal de recrutements à un moment donné pour mon service, hein, pas en tant que recruteur. Quand on reçoit 100 ou 150 dossiers qui ont été validés comme étant conformes à l'attente, hein. Je ne parle pas des dossiers qui ne correspondent pas à la demande. Moi, je passais maximum 1 minute par dossier. C'est-à-dire un CV, une lettre de motivation. Celui-là, bon, 4 fautes d'orthographe, poubelle. Celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'il veut tout et rien. Donc, hop. Et il faut vraiment savoir ce que vous voulez quand vous posez une candidature. Parce que si vous ne le savez pas, celui à l'arrivée, il le sait tout de suite que vous ne le savez pas. Et le problème est réglé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus parce que je passe qu'1 minute dessus, parce que c'est pareil pour les autres. Ça veut dire justement, parce que ça dure qu'1 minute, il faut être très bon sur ce papier-là. Après, on ira discuter avec vous sur vos attentes, etc. Si vous êtes retenu, mais si le dossier il est passé, il ne reviendra pas. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que bon, finalement, cette licence clôt tout un cursus de formation technique. Et vous n'oubliez pas de votre formation initiale. Je pense qu'elle est très très importante. Ça vous permet d'avoir une double compétence quand vous vous présentez dans les entreprises. Et dans les PME, malheureusement, le travail d'animateur qualité, de qualiticien, ne correspond pas forcément toujours à un travail à temps plein. Et pour beaucoup, le fait d'avoir cette double compétence avec votre formation initiale, soit en chimie, soit en génie mécanique, soit en génie électrique, soit en hygiène et sécurité, ça vous permettra de trouver un emploi beaucoup plus facilement. Donc la licence est très très importante pour trouver de l'emploi, mais n'oubliez pas aussi votre formation initiale. Oui, bonjour, Johan Pro. Je suis passé par l'IUT génie mécanique en 99-2001. Ça fait 15 ans que je travaille dans une entreprise de mécanique de précision à Vivonne, la société Georget. J'ai été responsable métrologie pendant 14 ans et là depuis 2 ans je suis responsable de la qualité. On est une vingtaine d'employés. Et en fait, ma question serait plutôt pour Monsieur Bernier. En fait, parce qu'en fait, ce qui définit un peu les exigences du système, du produit, et par là même, eh bien, ce qu'on applique, ce qu'on met en œuvre dans le management, c'est le travail des chefs de projet et des bureaux d'études des clients, parce que nous, on travaille sur plan. Et est-ce que vous avez noté une évolution, parce qu'on parlait d'évolution dans un premier temps, au niveau des bureaux d'études, dans la qualité, parce que nous, en tant que sous-traitants, en tant que fournisseurs, on a noté plutôt une dégradation. Et est-ce que donc dans les bureaux d'études, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans les grands groupes comme Safran, pour ainsi bien faire que les différents aspects de management de la qualité, qui touchent plusieurs facettes, comme on l'a vu dans Safran, c'est plusieurs entités. Est-ce qu'au niveau du bureau d'études, il n'y aurait pas moyen de travailler un peu plus pour faire remonter toutes ces informations, puisque c'est un peu l'origine des exigences et de la satisfaction de notre client? Donc merci pour la question. Donc oui, Société Georget, donc on travaille beaucoup avec vous. Alors, ma vision, c'est que
en tout cas, les outils qualité, moi j'ai une grosse expérience qualité industrielle, donc voilà, je pense qu'au niveau industriel, il n'y a pas de question à poser. Les outils sont bien intégrés, les esprits sont bien tournés vers la qualité. Alors je ne dis pas que ça ne l'est pas d'un point de vue étude, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Alors il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place, des outils de gestion de projet, de pilotage des projets en développement, etc., avec des passages de jalons maintenant qui sont de plus en plus stricts, avec des données d'entrée qui sont attendues. Clairement, il y a certains outils qui me paraissent, vu de ma fenêtre, indispensables pour le développement d'un nouveau produit, typiquement l'analyse de risque, la MDEC produit, où pour le coup, on a encore beaucoup de chemin, même à faire dans des sociétés comme les nôtres. Donc voilà, je pense que les outils, la culture qualité, c'est grandement amélioré dans le domaine du développement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors après, le fait que vous dites que ça s'est dégradé, on va en discuter à la pause, et puis ça m'intéresse de savoir, voilà, quel est votre ressenti et est-ce que vous sentez qu'il s'est dégradé? J'avais une question dans le cadre de recrutement de nouveaux personnels, et en particulier d'un nouvel animateur qualité. Dans une entreprise, et quelle que soit sa taille, selon vous, faudrait-il embaucher plutôt un jeune ambitieux et prêt à prendre plus de risques que la normale, sous-entendu par là des méthodes nouvelles, récentes, ou bien une personne plus expérimentée, avec des méthodes bien connues, mais qui au final pourrait devenir vieillissante? Comme on l'a vu, la qualité a une histoire et ses méthodes ont évolué. J'ai un cas concret tout récent en fait, où on a un poste que l'on a ouvert, et en fait cette question-là, elle s'est posée. Et en fait c'est toujours le sujet, quoi. On a besoin, d'un côté, on a besoin d'expérience, on a besoin de gens qui sont rapidement opérationnels, parce qu'on veut aller vite et parce que le monde qui nous entoure va très vite. Et puis de l'autre côté, en face de ça, on veut aussi, enfin en tout cas moi, du sang neuf, des esprits qui nous emmènent un peu ailleurs, qui vont nous changer d'air, qui vont nous emmener vers d'autres méthodes, etc. Alors là, vous me dites, qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, c'est pas si simple que ça, c'est pas binaire. Là, pour le coup, ce qui a fait la différence, ça va être l'adéquation entre le poste en lui-même, ce qu'on en attendait, et puis la personne au global, quoi. Mais c'est impossible à répondre. On souhaite plutôt ça ou on souhaite plutôt ça. C'est pas blanc ou noir, quoi. Merci. Je pense que ce qui est surtout important, alors c'est facile à dire quand on a un emploi, mais je pense que c'est l'adéquation vraiment de la personnalité de l'individu avec la personnalité de l'entreprise. Et c'est pas obligatoirement une question d'âge, mais une question d'ambition, d'adéquation. Enfin, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir changer de travail quand j'en avais un, et à chaque fois, moi, ma démarche, c'était de voir si mon futur patron, je le supporterais et lui me supporterait. Voilà. Et c'est plus ça que de savoir s'il est vieux, jeune ou je sais pas quoi. C'est est-ce qu'on va pouvoir se faire confiance réciproquement, et après, si on peut se faire confiance, on avance. Voilà. On se complète, on apprend ce qui manque et puis ça marche. Donc c'est pas jeune ou vieux, c'est personnalité. Bon. Alors, on a une autre question par ici. Bonjour. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez de pénibilité au travail. Je voulais savoir comment cette démarche était perçue tout d'abord par les employés et dans un second temps, du côté de la direction, si c'était rentable, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est... comment dire ? En fait, je déteste ce texte.
Pour moi, il est aberrant dans l'histoire de la prévention. C'est-à-dire qu'on fait apparaître dans un texte récent, enfin c'est 2003 peut-être maintenant, enfin je ne sais plus, 2000. Enfin, j'ai appris récemment qu'en fait ça avait été une négociation entre le gouvernement et la CFDT. Vous acceptez 2 ans de retraite, d'allongement du temps, de la durée de travail, hein, et nous on vous donne un peu de pénibilité. Et la pénibilité, c'est on fait apparaître des choses que tout le monde connaît depuis 1946, et même avant, les vibrations, le bruit, le travail de nuit, le travail posté, et puis d'autres sujets. Bon, travail hyperbare, bon, là il y a des décrets depuis des années sur le travail hyperbare. Et si pour chaque personne individuellement, on suit son exposition en durée chaque année à tel ou tel facteur de pénibilité, il va pouvoir gagner des points qui, sommé au bout de sa fin de carrière, va pouvoir lui faire gagner 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Hein? En plus. Voilà. Et donc, et en plus, ça fait disparaître tout ce qui est surcote lié à la prolongation de l'activité professionnelle. Parce qu'en fait, si vous avez une carrière un peu courte, si vous prolongez au-delà de la date de départ en retraite, vous pouvez gagner un petit peu plus, etc. Donc, ça devient hyper compliqué. On a rajouté un pouillème de pourcentage de cotisation AT pour indemniser la branche retraite du surcoût que seraient ses départs. Même ce pouillème, il était trop gros, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui peut en profiter pour le moment en tout cas, et c'est une usine à gaz pour chaque entreprise. Et en fait, moi je dirais, c'est pas compliqué de dire qu'un gars qui a fait 15 ans maçon dans une boîte du bâtiment, eh ben, s'il part 1 an plus tôt, il l'a pas volé, quoi. Parce que, voilà, puis c'est tout. Et on va pas faire des petites croix et des machins. C'est une usine à gaz pour les entreprises. Moi qui ai quitté le milieu depuis 3 ans parce que je suis plus en activité sur la prévention, je sais plus comment ça marche. Et voilà. Donc c'est bien pour les consultants parce que là, ils expliquent, ils vous font des fiches, des machins. Mais en termes d'amélioration de la prévention, c'est nul. Et en termes de charge pour l'entreprise, c'est affreux. C'est mon point de vue. Il ne faut pas demander à celui qui l'a écrit dans la loi. Mais... Après, pour répondre à la question, est-ce que c'est bien perçu par les personnes, d'un point de vue opérationnel, nous, sur un site comme le nôtre, ce sujet-là, on l'aborde via des démarches SSE, ergonomie, etc., ergonomie de poste. Et ça, forcément, c'est toujours bien vu, bien valorisé par les équipes pour une bonne et simple raison, c'est qu'on s'intéresse à eux et on s'occupe de leurs problèmes. Donc, d'un point de vue opérationnel, en tout cas sur des sites de production comme les nôtres, les gens ne demandent que ça. J'avais vu ça il y a quelques années, pour chaque salarié, à quel produit il a été exposé, quelle année et combien de temps, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le savent, quand même. Merci pour la publicité. Qu'est-ce que je voulais rebondir là-dessus? Oui, mais donc, vous en connaissez beaucoup sur Safran. Mais si Safran fait ça, et voilà, il ne faut pas oublier, on en a parlé avec la promotion cette année, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que tout ça c'est aussi une image de marque. Il y a des scandales, qui apparaissent maintenant très très vite. Donc le groupe se protège de ça et mettent semble-t-il le paquet pour améliorer ces démarches-là. C'est de l'image de marque. Je continue. Alors j'ai une deuxième question pour Madame Beaulieu. Du coup, vous parliez tout à l'heure de l'ensemble des normes un petit peu que vous utilisez au quotidien. Est-ce que vous trouvez que c'est en adéquation avec les enjeux de la qualité ? Les normes sur le sujet typiquement métrologie, on est bien d'accord. Voilà. Oui, elles sont complètement en adéquation. La norme qui traite du sujet métrologie, c'est donc l'ISO 10012. On en avait dit quelques mots ensemble. Cette norme-là, elle est en révision et elle va s'aligner sur l'ISO 9000. Donc oui, il y a totale adéquation.
bonjour. Donc moi je suis Madame Pape, responsable QSE du laboratoire Ionesco juste derrière là-bas. J'avais une question par rapport au Lean. Quel est votre sentiment sur le fait que le Lean ne marche pas ou pas bien en France ? J'ai du mal à me positionner sur le fait que ça marche ou ça ne marche pas en France. Enfin, de mon expérience au groupe Safran, donc nous, on a eu une évolution vers le Lean depuis 2-3 ans. Il y a eu une impulsion qui a été donnée par le PDG de la société il y a 3 ans de ça. Donc on va dire que les premières années, on est parti plein pot dans des projets pour améliorer essentiellement les temps de traversée, etc., réduire les coûts. Et on sent qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des projets, à continuer à s'améliorer. Et un fait, moi, qui me marque à travers le Lean, c'est que aujourd'hui, on veut aller de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite. On a des équipes qui sont de plus en plus sous pression. Et en fait, c'est un peu le paradoxe de cet outil-là, enfin, vu de ma fenêtre. C'est que des groupes, des entités sont en difficulté sur un sujet, et donc on va leur dire, eh bien, on va mettre un chantier Lean en place. Sauf qu'en fait, le chantier Lean, c'est le groupe en lui-même qui va devoir résoudre ses propres problèmes. Donc en fait, on est dans un paradoxe là, où on dit il faut faire de l'amélioration continue, et on a du mal à amener des ressources nécessaires pour mettre à bien en fait ces plans de progrès. Et en fait, c'est le groupe qui lui-même a des difficultés, qui doit résoudre ses propres problèmes là. Et il y a un moment, ça passe plus, quoi. Donc je pense qu'on est un peu dans cette problématique-là aujourd'hui. On a du mal à amener des ressources supplémentaires, et donc les projets ils deviennent de plus en plus longs, et les équipes s'essoufflent un peu. Après, de là à dire que ça ne fonctionne pas en France, je ne sais pas me positionner là-dessus. Alors d'abord, on n'est pas des Japonais déjà, donc c'est un peu une des difficultés, me semble-t-il. Et puis j'ai l'impression que dans bien des cas, je l'ai vu par exemple des intervenants au CESI, des anciens responsables de bureaux de méthode qui parlent du Lean, sauf que ça devient du Taylor amélioré, et c'est pas du Lean, quoi. Parce que le Lean, c'est d'abord un état d'esprit, et ensuite, c'est plutôt un travail d'ergonome qu'un travail d'ingénieur de méthode, quoi. Donc un travail d'animation de groupe, de réflexion collective, et de prise en compte des attentes des opérateurs, de leur expérience. Comment on capitalise sur l'expérience de l'opérateur, et pas comment on lui met une pression supplémentaire pour produire plus vite avec moins. Voilà. Donc ça peut marcher, je pense que dans certains endroits ça fonctionne bien. Je ne connais pas, on devrait voir très prochainement la norme qu'a sorti l'AFNOR sur le Lean responsable. Je ne peux pas vous en parler plus parce que ça sera dans 15 jours, donc je ne l'ai pas encore vu. Mais l'idée des gens qui ont développé ça doit être un fascicule de documentation. Si vous le souhaitez, on vous fera passer les références, mais je ne les ai pas là. L'idée, c'était de dire, on aborde le Lean, mais on prend en compte tous les principes qui sont au sein de l'ISO 26000 en matière de responsabilité sociétale. Voilà. Mais sinon, ça n'a pas marché quand ça a été mis en place comme une nouvelle méthode pour piloter le truc, alors que ce n'est pas piloter le truc, c'est associer les gens à l'amélioration de leur activité. Donc Michael Lavandier, le responsable de la formation. Je vais profiter du fait qu'on a des intervenants brillants pour poser une question qui, moi, me travaille depuis que je m'intéresse à la qualité. Pour moi, il y a toujours eu 2 aspects à cet aspect qualité. Un premier aspect qui est un aspect amélioration permanente, etc. Et puis un aspect de contrôle.
et donc de surveillance, pour employer un mot un peu différent. Et donc comment concilier au quotidien, que ce soit au niveau de la métrologie, l'aspect à la fois aide à la réussite et puis la vérification des produits, ou pour un responsable qualité, l'aspect vérification de la performance et l'aspect amélioration de la performance, puisque pour moi il y a toujours une espèce de difficulté à être jugé parti, en fait, à être à la fois le promoteur du changement et le père fouettard pour les récalcitrants. Alors les axes d'amélioration, ils peuvent venir bien évidemment du contrôle qu'on va faire au quotidien, contrôle au sens très large, donc ça permet de dégager des pistes d'amélioration. Mais les pistes d'amélioration peuvent aussi venir d'ailleurs, de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Des réclamations, ça peut amener des axes d'amélioration. Est-ce que ça répond à la question? En partie. C'est une question que je me pose depuis plusieurs années, donc pas une réponse définitive. Oui, c'est le genre de question aussi que je me pose assez souvent. Je vais prendre un cas concret. Nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas sur le site de Poitiers, c'est sûr que c'est compliqué pour un qualiticien, en même temps, comme tu dis, de faire de l'amélioration continue, et puis en même temps d'être le père fouettard derrière les gens. Donc je prends un cas concret. Donc nous, on fabrique des produits à forte valeur ajoutée, et en fin de fabrication, on a un contrôle assez poussé des produits, que ce soit d'un point de vue produit fonctionnellement, cosmétiquement, et puis tout l'aspect documentaire. Donc par rapport à ça, comme nos qualiticiens participent énormément à la qualité, on va dire, rendue du produit, et au moment où il va contrôler physiquement son produit à la fin, c'est vrai qu'il est très partie prenante de ce qui a pu être fait avant. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on valorise, c'est de toute cette phase de contrôle final, de la déléguer aux opérationnels. Donc en fait, on fait de la délégation qualité auprès des opérationnels sur le terrain. Et donc nous, notre job ensuite au niveau qualité, c'est de s'assurer que déjà on a choisi les bonnes personnes, qu'elles soient bien formées et qu'elles maîtrisent ce contrôle qualité, et ensuite on les suit, on maîtrise ce processus-là. Et donc je pense que cette logique-là, sur une ligne de fabrication, on peut la mettre partout, dans tous les métiers, support, etc. C'est d'arrêter le contrôle, de rendre les opérationnels autonomes, et puis ensuite de piloter le processus. J'ai deux questions qui me sont arrivées sur Facebook. Alors la première s'adresse à Mme Beaulieu. La métrologie ressent de forts besoins en main-d'œuvre. Pensez-vous que les formations de métrologie soient suffisantes pour pouvoir postuler? Alors les formations, tout dépend à quel niveau, si c'est une formation scolaire ou pas. Je ne sais pas, j'ai pas eu de plus de détails. C'est Brian. Tu voulais? Alors au niveau scolaire, il y a quelques organismes qui vont former en effet des métrologues, je vais penser aux mines de Douai par exemple. Après la métrologie, c'est beaucoup des outils qu'il va falloir acquérir. Et à l'issue déjà de votre licence professionnelle, vous avez un bagage qui est déjà pas mal. Vous avez tous les outils pour devenir un métrologue d'entreprise. Après, ce sera l'expérience qui fera que vous serez meilleur. Après, quand on est dans l'entreprise et qu'on va devenir métrologue d'entreprise, eh bien, il existe un tas de formations professionnelles sur des formats très différents qui va jusqu'aux formations certifiantes. Donc il y aura ce qu'il faut pour soit les piqûres de rappel, soit vous former, tout simplement. Et du coup, la deuxième était était pour Monsieur Bernier d'ailleurs. C'était pour savoir est-ce que l'entreprise Safran embauche des étudiants ayant un diplôme de licence pro animateur qualité. Sinon, pourquoi?
Qu'est-ce que je vais répondre à ça, moi? Et tu peux me donner le nom de... On va dire que en tout cas tous les ans, il y a des candidatures des licences pro qui partent pour Safran, alors que ce soit pour Saint-Benoît ou pour d'autres centres, sites de Safran. Donc il y a un vivier important chez nous, donc il ne faut surtout pas hésiter à continuer à promouvoir cela. Après, voilà, l'embauche, ça dépend de vous, quoi. Une fois qu'on est rentré, voilà, après c'est que le début du chemin et ça peut se terminer par un contrat derrière. Ça, c'est pas une problématique. Alors une licence pro, non, on n'a pas encore embauché. On espère, hein, ça serait une belle fête. Je disais tout à l'heure, il y a 4 ans, on a rentré une apprentie ingénieure qualité, donc qui a été avec nous pendant 3 ans sur le site de Saint-Benoît, qui a travaillé sur de l'analyse de risque sur le site de Poitiers, et puis au final, ça s'est terminé par un CDI, donc voilà, la porte est ouverte. Donc on sait que la qualité s'est beaucoup implémentée au Japon après la Seconde Guerre mondiale et que ça va en adéquation avec leur culture, leur façon de vivre. Mais quand c'est arrivé en Europe et en France, à certains moments, on peut voir des collaborateurs qui ne veulent pas rentrer dans ces démarches qualité et d'amélioration continue. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites et, qu'est-ce que vous avez pu faire pour amener vos collaborateurs à rentrer dans ces démarches ? Je pense que le problème qui s'est souvent présenté, c'est que la normalisation, qui est une démarche volontaire, est devenue quasiment une démarche obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez être fournisseur de tel ou tel ou tel, de toute façon, il faut être certifié. Et donc, dans un certain nombre d'établissements, c'est devenu tout simplement le pensum par lequel il fallait passer pour pouvoir avoir des marchés. Et donc, ça ne s'est pas rentré par une adhésion explicite à la notion de qualité et à la mise en place d'une démarche qui va accompagner la montée en compétences et en qualité de l'entreprise et des produits qu'elle fournit, mais simplement une obligation qui est faite d'en haut pour qu'on puisse soumissionner à tel ou tel marché. Et dans la mesure où c'est pas bien intégré en tête de l'organisme, ça ne peut pas aller mieux à la base. Mon expérience, qui n'est pas industrielle, mais c'est que dans mon organisme, la démarche qualité, quand je suis parti, ça faisait 5 à 7 ans qu'elle était là. Et en fait, il devait y avoir 20% des salariés qui savaient qu'il y en avait une. C'est-à-dire les cadres qui s'embêtaient avec les audits, qui répondaient aux questions de l'auditeur interne, etc. Voilà. Et puis le personnel, lui, ça lui passait complètement au-dessus de la tête. Donc, quel est l'objectif de l'organisation? C'est mobiliser le personnel autour des questions de qualité. Et c'est toujours, c'est un peu la difficulté. Vous disiez, ça s'améliore. C'est vrai que ça s'améliore. Mais soit on démarre par la démarche, boum, dans 18 mois, on est certifié, ou alors on rentre dans une démarche, on va avancer dans le domaine de la qualité, maintenant on est mûr, on va rentrer dans une démarche de certification. Sauf que là, ça vous prendra 5 à 10 ans, et que si votre fournisseur il vous attend tout de suite, vous n'avez pas le choix, donc vous rentrez d'abord par la méthode dure, et puis après vous attendez que ça se digère. Mais c'est presque plus long, à mon avis. Et puis sur la partie, tout à l'heure, oui, il y a un mot qui me fait toujours, qui me hérisse et qui me fait toujours râler, c'est le mot efficience. Vous avez évoqué tout à l'heure, parce que l'efficience, c'est produire le mieux au moindre coût, etc. Sauf que dans ces histoires-là, on oublie toujours les coûts cachés, et que c'est ceux-là qui vous pètent à la gueule quelques années après, quoi. Juste pour rebondir sur la question, il y a 2 aspects pour moi, hein. Je partage, si vous voulez qu'une méthode, un outil se mette en place, la meilleure façon, c'est quand même que le management le tamponne et montre l'exemple en premier lieu. Voilà, là, il y a de fortes chances pour que tout ça se passe globalement très bien. Et puis après, si vous avez quelques réticents, j'ai envie de dire, c'est comme tout,
dépenser plutôt de l'énergie avec ceux qui sont derrière, et puis les réticents, ils suivront à un moment ou à un autre. Pour rebondir là-dessus, moi j'ai une dernière question, parce qu'on vient de parler de l'implication des salariés finalement, mais l'implication de la direction, je pense que quand vous parliez tout à l'heure de penser la qualité, ça commence déjà par là. Et nous, en tant que futurs animateurs qualité, ça va peut-être être un de nos plus gros challenges, c'est convaincre la direction. Donc est-ce que vous auriez des conseils à nous donner à ce sujet-là? Vous n'avez pas d'urgence dans l'embauche, mais c'est ça le problème. Si vous n'avez pas d'urgence dans l'embauche, prenez pas quelqu'un qui vous embauche pour vous dire vous allez vous occuper de ça, de toute façon il faut y passer, quoi. Mais ça c'est facile à dire si vous avez déjà un boulot ailleurs, quoi. Mais sinon c'est vrai que vous lancez dans la qualité dans une boîte où ça va le truc, et vous débrouillez avec, ça va être dur, hein. Après, le conseil que je donne, moi, c'est donc si vous avez un management, un top management qui peut être plus ou moins récalcitrant sur les outils qualité ou même la qualité en soi, essayez de passer un petit peu de temps, à dépenser un petit peu de temps à tenter de faire comprendre l'intérêt que la société va y trouver, que lui va y trouver. Voilà, vous allez surtout rencontrer ça dans les petites PME où c'est compliqué. Il faut aussi se mettre à sa place. Donc mettez-vous à sa place et puis expliquez-lui ce qui va y gagner et vous aurez fait un grand pas. Merci. Essayez d'expliquer à la direction ce qu'elle va gagner, mais surtout pas ce que vous allez lui coûter, parce que ça, elle le sait déjà. Voilà. Et pas oublier qu'en effet, c'est la direction qui va donner les ressources, hein. Donc il faut la convaincre avant pour qu'elle lâche. J'ai pas bien entendu. Oh oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. On s'adapte très facilement à la situation, aucune difficulté, pourvu qu'elle soit longue. Merci. Eh bien, merci à nos intervenants, merci au public pour leurs questions et on peut les applaudir en effet.